Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, le vol Jeju Air 2216 s'est écrasé. C'était le 29 décembre 2024 à 9h05 local. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on aborde différents points. Le premier point, ça va être regarder si la piste était conforme aux normes de l'aviation civile internationale, parce que dans les médias, ça parle beaucoup de ce bloc de béton en bout de piste. Spoiler alerte, c'est légal. En deux, nous allons regarder la temporalité, la timeline. Pourquoi? Parce que par cette timeline, vous allez pouvoir comprendre l'état d'esprit à l'intérieur du cockpit. À l'heure actuelle, nous manquons de données en source ouverte pour pouvoir reproduire exactement tout ce qui s'est passé. La DSB, le transpondeur habituellement qui nous permet d'avoir des informations, ne fonctionnait pas après la première approche et donc nous prive d'informations en source ouverte et va nous forcer à attendre le compte-rendu d'enquête initiale, puis le compte-rendu d'enquête finale, qui seront dans plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Mais cette temporalité va vous montrer que ça ne s'est pas passé comme d'habitude en cas de collision aviaire. En 3, nous allons nous interroger sur le facteur humain, sur l'équipage. Ça ne vous a pas échappé, ils se sont posés à 9h du matin, ils arrivaient de 4h30 de vol. Leur vol a décollé 1 heure plus tard que prévu. Je pense que cela a joué. Pourquoi? Nous sommes en fin d'année, ils ont probablement beaucoup travaillé et à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est eux qui ont fait le vol aller. Donc s'ils étaient à la fin d'un cycle d'une douzaine d'heures ou s'ils ont pris le travail aux alentours des 17h Zulu, dans tous les cas, c'était un vol de nuit. Ensuite, nous allons rapidement nous intéresser à la compagnie aérienne, revenir sur les faits dont nous disposons. Là, on est le lundi 30 matin, un petit peu de temps de montage, je m'en excuse. Après avoir regardé un petit peu les faits, nous allons forcément nous poser la question des pannes de train. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Et sur 737, je ne vous cache pas que c'est plus que rare. Alors, il n'y a pas de manivelle sur 737, je peux vous en parler. J'ai ma typewriting, j'ai ma qualification sur 737 MAX et 800. Ensuite, vous allez voir ce qui se passe en cas de panne moteur. Spoiler alerte, rien qu'aux États-Unis, il y a près de 20 000 collisions aviaires par an. J'ai bien dit 20 000. Et s'il y a bien une panne pour laquelle les équipages sont surentraînés dans l'aviation ligne, c'est le fameux N-1. La panne au décollage, la panne en croisière, la panne en approche, on en fait tout le temps au simulateur. Néanmoins, il y a des cas, et il y a eu des cas, où les équipages se sont trompés lors du traitement de panne. Et on va voir les conséquences que cela peut avoir dans notre dernier chapitre, qui sera sur le pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu de temps entre la déclaration de panne, le Mayday, et derrière l'arrivée. Et on finira sur une petite analyse de l'arrivée. Pour tout vous dire, je l'ai refait au simulateur. Et il y a pas mal de choses à dire. Et à des fins de comparaison, juste regardez, je sais que ce n'est pas du tout la même masse d'avion, mais pour vous montrer à quoi ressemble un atterrissage en lice, train rentré. Là, c'est un avion d'affaires, un Hawker, qui s'est posé sur la piste 19 gauche de Las Vegas. Ils sont arrivés à 130 nœuds, ils ont touché à 110 nœuds. La piste fait près de 3800 mètres, donc il y avait de la piste devant eux. Et ils ont attendu qu'il n'ait plus que 2 fois 250 kg de pétrole pour faire l'approche. Car, effectivement, plus vous attendez, plus vous consommez du pétrole, plus vous êtes léger et moins il y a de pétrole à brûler au posé. Pour information, l'enquête avait quand même duré près de 4 ans avant que le NTSB ne publie son compte-rendu. Et si vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, juste avant de lancer le jingle, déjà sachez qu'il semblerait que l'équipage non plus n'avait pas beaucoup de temps et donc on est sur deux grandes hypothèses. La première, c'est celle d'un posé en catastrophe, d'un posé en urgence, sans avoir le temps de faire les checklists, sans avoir le temps de préparer l'avion. Qu'est-ce qui peut vous amener à décider de vous faire un posé en catastrophe comme ça? Vous allez avoir la double panne moteur, vous allez avoir un incendie à bord. Alors pourquoi une double panne moteur sur un bimoteur? Ça peut être les réacteurs cassés, les deux, ça peut être un réacteur cassé et un qui est coupé par erreur, ça peut être l'absence de pétrole, et l'autre grande possibilité, c'est un choix délibéré de l'équipage de réagir en dehors des procédures. Vous avez le droit de ne pas respecter les procédures dans l'aviation si c'est pour raison de sécurité, si vous estimez que pour des raisons de sécurité, la procédure n'est pas adaptée. En temps normal, sur une panne moteur, donc sur ce qu'on appelle un N-1, vous allez vous mettre en attente et gérer votre panne, préparer votre retour, faire des calculs
pour le poser, ça va vous prendre une bonne vingtaine de minutes. Vous n'allez pas vous retourner directement et vous poser comme ça. Et le dernier point sur lequel on va beaucoup revenir, c'est celui de l'approche non stabilisée. Pour pouvoir se poser, si vous avez de la puissance restante sur au moins un moteur, eh bien il faut avoir une approche stabilisée. Regardez cette IL-76 à Gao qui n'a pas fait d'approche stabilisée, qui a poursuivi son atterrissage alors qu'il ne posait pas au bon endroit sur la piste. Ça c'est fini en catastrophe. Voilà, c'était en résumé. Maintenant, on va attaquer tout ça plus dans le détail après le jingle. Débrief ne vous propose pas que des formats en présentiel pour réunir vos équipes, les dynamiser, parler de leadership, de followership, d'alignement ou de sécurité. Nous vous proposons également en distanciel des conférences, des cours en ligne, mais aussi des workshops où certains de vos collaborateurs doivent piloter les avions, le tout dans un environnement spécialement mis en place pour faire travailler le collaboratif en distanciel. Même Forbes en avait parlé il y a quelques années. Alors n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site debrief.org afin qu'on se retrouve très rapidement en vidéo. Juste avant d'attaquer notre accident sud-coréen, rappelez-vous le vol Aeroflot 1492. C'était le 5 mai 2019 et un Sukhoi Superjet 100 avait été touché par la foudre. Le commandant de bord décida de se précipiter vers la piste. Il ne fit pas de briefing avant approche. Ils se retrouvèrent bas sur le plan avec plus de 15 nœuds de vitesse excessive et au final, l'avion impacta très fort la piste, se disloquant et s'embrasant. Sur les 78 occupants, 41 ne vont pas survivre. Le commandant de bord survécut et a été condamné en 2023 à 6 ans de prison en Russie. Pourquoi cet exemple en début de vidéo ? Tout simplement pour vous rappeler que dans l'aviation, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et qu'on ne dit pas quand il y a le feu, il n'y a pas le feu, pour rien. Nous commençons avec l'aéroport de Muan. Alors, pour information, l'aéroport de Muan est jeune. Il a été lancé en 1997, il a été ouvert en 2007 et il est situé à 16 mètres d'altitude. Très important, la piste y est longue. Vous avez une seule piste, orientée quasiment nord-sud, et cette piste fait 2800 mètres de long. Une piste standard autant, c'est 2400 mètres. Maintenant, pour pouvoir être légal, ces pistes doivent respecter la réglementation de l'OACI. Dans le cas de cet aéroport, c'est assez particulier car il a un usage qui peut être double, comme la plupart des aéroports en Corée du Sud. Pourquoi ? La Corée est toujours officiellement en guerre contre son voisin, la Corée du Nord. À partir de là, pour pouvoir disperser ces avions, il faut que la plupart des aéroports soient aptes à accueillir des avions de combat. Et quand vous voulez avoir des avions de combat et que vous êtes une nation qui est toujours en guerre, vous voulez essayer de les protéger. C'est pour ça que vous avez ce mur d'enceinte avec de la vidéosurveillance, mais également avec des postes de garde. Maintenant, attention, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas ce mur d'enceinte en béton qui a été percuté par l'avion, même si ça aurait pu, c'est plutôt le terre-plein qui sert de support à l'ILS. Alors l'ILS, c'est un système aux instruments qui permet de guider les avions pour les approches de précision. Sauf que, si on va un petit peu avec Google Street View, on va se rendre compte que cette extrémité de la piste, la partie sud, est assez basse et qu'elle est dans une zone très proche de la mer et très proche de marécages. Donc forcément, cela va vous amener à avoir de nombreux oiseaux. Et d'ailleurs, l'équipage a reçu une alerte comme quoi il y avait une forte présence aviaire dans la zone, et c'est connu sur les fiches d'approche. Mais surtout, eh bien, cela veut dire qu'il y a peut-être des risques d'inondation, ce qui aurait poussé, et là c'est une spéculation, les constructeurs du terrain, eh bien, surélever cette partie-là pour éviter qu'elle soit endommagée à chaque fois qu'il y a de l'eau. Donc, ça reste légal. Pourquoi ? Parce que dans le prolongement de la piste, vous n'avez rien droit de mettre sur 90 mètres. Ce qu'on recommande, c'est plutôt ne rien mettre sur 200 à 300 mètres. Et là, si vous regardez les distances, eh bien, c'est légal. On est effectivement au-delà de la piste. Il y a un prolongement, une sorte de clearway qui est présente également. Et vous avez un respect des textes, alors c'est pas optimal, mais les textes sont respectés. Vous allez entendre que normalement tout ce qui est système d'ILS ou construction doivent être frangibles, c'est-à-dire que s'ils sont percutés, doivent pouvoir être arrachés, c'est vrai, jusqu'à une certaine distance de la piste, et là on est au-delà de la distance. Comme vous le savez dans l'aviation, on fait progresser les textes après les accidents.
même si ces dernières années, on avait tendance à essayer de les faire progresser par anticipation grâce à la data qu'on reçoit. Mais, et je dis bien mais, tous ces calculs ont lieu pour un avion qui se pose en début de piste ou en tout cas dans la zone prévue. Si maintenant l'avion se pose milieu de piste à 200 nœuds, vous pouvez rajouter toute la distance que vous voulez derrière. Forcément, il y a un moment, ça va poser un souci. Donc pour ce qui est de la piste, c'est peut-être pas génial, mais c'est légal. Et dans l'aviation, on aime dire que dit le texte. Et encore une fois, s'il faut faire évoluer les textes après ce compte rendu, soyez certain que l'OACI va y réfléchir. Deuxième point, la timeline, la temporalité. Qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Alors, on va regarder tout de suite pour notre vol. Notre vol était prévu de partir à 18h30 Zulu de Bangkok. Ils sont partis à 19h30 Zulu, pour être précis, à 2h29 local. Et derrière, ils ont perdu la data lors de l'approche, apparemment au moment où il y a eu la collision aviaire, à 23h58 Zulu, à 8h58 local à destination, et tout s'est terminé 7 minutes après. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que si on regarde, on voit que le 737, eh bien, il arrivait déjà de Wuhan à la base, ce qui veut donc dire qu'il a fait l'aller-retour. La question que je me pose, c'est est-ce que c'était le même équipage? Ou est-ce qu'il y a eu un changement d'équipage? Au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas, et d'ailleurs, ce n'est pas un sujet qu'on entend beaucoup. Or, c'est un sujet très important. Pourquoi? Vous avez beau être pilote de court courrier, ça peut être possible de faire ce genre d'aller-retour. Quand on regarde l'amplitude, ça passe. Typiquement, en Amérique du Nord, on fait du transcon, du transcontinental. Par exemple, vous partez de Toronto, vous allez à Vancouver, vous pouvez revenir dans l'autre sens. C'est possible, ça passe en termes d'amplitude avec la réglementation. Mais il ne faut pas beaucoup de délai. Là, on est sur un cas où il y a eu 1 heure au sol de retard. Donc, 2 possibilités. Première possibilité, l'équipage a fait l'aller-retour et était pas mal éclaté. Grande chance qu'ils étaient 2 pilotes, qu'il n'y ait pas de 3e pilote en renfort, on verra, il y en aura peut-être un. Et donc, ils ont essayé de se reposer comme ils ont pu, mais au moment du poser, il faut être franc, ils n'étaient pas très frais. Deuxième possibilité, ils ont commencé leur journée de travail avec ce vol, mais imaginez, vous commencez votre décollage à 2h30 du matin, vous montez au terrain, il devait être 22h, donc il y a de la fatigue. Quoi qu'on dise, c'est le type de vol qu'on appelle en Amérique du Nord Red Eye, qui vous donne les yeux rouges, qui sont très fatigants. Il y en a beaucoup en Asie, il y en a beaucoup au Moyen-Orient, il y en a également en Amérique du Nord. Ça va forcément avoir un impact sur l'attention de l'équipage et sa capacité à réagir. Rajoutez à ça le fait que nous sommes en fin d'année, c'est les fêtes, et il est plus que probable que l'équipage avait un gros planning et beaucoup volé. Il va être très intéressant de voir le nombre d'heures dans les 30 derniers jours de l'équipage. Autre point également qui peut jouer sur la fatigue des équipages, alors que la Corée du Sud est surnommée le pays du matin calme, d'un point de vue politique, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été la tempête ces dernières semaines, avec 2 destitutions de présidents, dont un quelques dizaines d'heures seulement avant ce crash, ce qui a probablement amené l'équipage à dormir un peu moins le soir et regarder un peu plus ses informations. La compagnie, maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire sur Jeju Air? Ils ont environ 2700 employés. Ils existent depuis 2005. Ils ont 40 aéronefs. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une explosion de l'aviation au bon sens du terme dans ces zones du monde et que le régulateur a toujours été quand même assez présent et essaye de raligner tout le monde vers l'objectif numéro 1 de l'aviation, la sécurité. Vous êtes sur des flottes d'avions qui sont souvent assez modernes. Les compagnies sont jeunes et ils reçoivent donc du matériel très moderne. Pour ce qui est de notre 737-800, eh bien, il a été produit en 2009. Il a été avec Ryanair de 2009 à 2016 avant d'être acheté par cette compagnie coréenne et il était propulsé par 2 CFM56 qui ont parfaitement fait leurs preuves. Il faut savoir que ce sont des réacteurs qui sont censés résister à l'impact de volatiles de plusieurs kilos projetés à 700 km/h. Maintenant, c'était des CFM56, dans l'A320 de Sony, une version légèrement différente, mais si vous êtes saturé par des gros oiseaux, forcément, il y a un moment, le réacteur ne fonctionne plus. Notre compagnie aérienne a quand même eu un souci, c'était en mars 2022, avec de la suspension pour certains vols et certains équipages. C'était le cas pour cette entreprise-là et le cas pour une autre entreprise locale, où il y a eu entre 15 et 60 jours de suspension pour 10 pilotes. Ce que ça montre, c'est qu'il y a un régulateur qui essaye de faire son travail, mais il n'y a rien eu de particulier dans l'historique de cette compagnie depuis bientôt 20 ans. Alors maintenant, quels sont les faits comme on les connaît en ce 30 décembre? Très simple, l'avion
arrive, après ses 4h30 de vol, il est en finale, il aurait un souci au niveau du réacteur droit, avec ces images où on voit clairement un souci au niveau du réacteur. On ne sait pas si le réacteur s'éteint ou pas derrière, on ne sait pas si le réacteur a un dysfonctionnement après. Ce que l'on sait, c'est que ce réacteur droit est revu 7 minutes après avec la reverse enclenchée au sol. Pour pouvoir enclencher l'inverseur de poussée, il faut normalement être en dessous des 3 mètres sol avec un 737. Soit vous avez le contact avec le sol, avec le train d'atterrissage, soit vous êtes en dessous de 3 mètres. Si le reverse s'enclenche en vol, cela peut poser de gros soucis et va dans tous les cas vous amener à réduire les gaz à fond pour éviter une poussée symétrique, surtout à basse vitesse, où la VMCA, la vitesse minimum de contrôle dans l'air, peut vite devenir un souci. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que l'avion a remis les gaz. Il était initialement en présentation sur la piste 01, face au nord. 1 minute après, il déclare un Mayday. Je vous rappelle qu'il y a 2 niveaux de panne dans l'aviation. Panne, panne, panne. J'ai un gros souci mécanique. Mayday, Mayday, Mayday. La vie de mon personnel et de mes passagers est en danger. C'est souvent associé à un transpondeur 7700 et à ce moment-là, en gros, la piste vous appartient. Le contrôleur pousse tout le monde, appelle les pompiers. Et ce que l'on sait, c'est que les pompiers ont été prévenus qu'il y avait également un problème de train d'atterrissage. 6 minutes après le Mayday, ce qui est très court pour un avion de ligne, rien que le temps de faire demi-tour aux alentours des 200 nœuds, ça va vous prendre plusieurs minutes, eh bien on a une présentation de l'avion, on le voit se poser un peu après mi-piste à une vitesse qui a l'air extrêmement élevée, je dirais à plus de 190 nœuds, et là il va venir glisser sur la piste, ne pas réussir à freiner. On va voir la non-sortie des dispositifs d'hypersustentation, donc pas de volet, pas de slats, pas d'aérofrein, pas de spoiler, bref, rien pour freiner. La reverse à droite, à gauche apparemment rien enclenché. On ne sait pas si les réacteurs fonctionnent ou pas. Et il va venir sortir de piste avec une énergie absolument énorme et venir s'écraser sur ce terre-plein où se situe l'ILS. 2 personnes vont survivre. Ce sont les 2 PNC, les 2 personnes navigantes de cabine qui sont situées à l'arrière. C'est tout l'avant qui s'est compressé malheureusement. Donc, ce que l'on sait, c'est que le réacteur numéro 2, celui de droite, a eu un souci, qu'ils se sont posés sans le train, à mi-piste, avec beaucoup de vitesse. Tout petit point à garder tout de même en mémoire, c'est celui des biais. À l'heure actuelle, nous disposons de certaines informations en source ouverte et nous avons vu cette image avec le réacteur droit qui montre des signes de faiblesse. Généralement, quand vous perdez un moteur, vous allez faire un panne-panne. Et là derrière, 1 minute après, c'est un Mayday-Mayday. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si les oiseaux, ce qui est envisagé comme ayant percuté le moteur, n'ont touché que le moteur numéro 2, celui de droite. Peut-être qu'ils ont à la fois percuté à gauche et à droite, comme en 2009, dans le cas de Sully sur l'Hudson. Alors, pourquoi se poser sans train ? Comme je vous l'ai dit, sur 737, vous avez le train qui sort en normal et sinon, côté copilote, au niveau du plancher, vous venez tirer 3 longs câbles qui vont déverrouiller les accroches au niveau du train et le permettre de tomber par gravité. À ma connaissance, il n'y a pas eu de 737 qui se sont posés sur le ventre. Certains avions, comme par exemple la 10, ont été réfléchis pour pouvoir se poser sur le ventre et ne pas endommager la structure. La 10 étant vouée normalement à prendre des coups sur le champ de bataille, ses roues dépassent toujours et s'il doit se poser sur le ventre, comme c'était le cas par exemple à Edwards en 2008, ça vient moins fatiguer la structure et éviter trop d'étincelles. Alors il y a eu des cas de poser sur le ventre, si on regarde même dans l'armée, par exemple en 2006, un B1 à Diego Garcia, c'était une erreur de l'équipage. En 2011, un 767 de la LOT qui partait de Newark et qui rejoignait Varsovie. Eh bien, ils se sont posés sur le ventre et ce que l'enquête a montré, c'est qu'en fait, il fallait renclencher un breaker derrière le copilote. Il faut savoir que sur les avions Boeing, surtout, vous avez des panneaux entiers de breakers qui sont souvent pas faciles à accéder. Là, c'était le breaker 016 qui est effectivement très dur à voir. À savoir que avant le souci de breaker, le problème du 757 était une fuite hydraulique et que pour faire sortir le train, en cas de fuite hydraulique, il faut utiliser sur 757 un petit moteur électrique, chose qui n'est pas le cas sur 737, où il va tomber sans moteur électrique. Et dans le cas de notre équipage polonais, eh bien, le petit breaker C829 avait sauté, le petit breaker du moteur électrique. S'ils avaient renfoncé ce breaker, ils auraient pu le sortir en secours. C'est d'ailleurs ce que la maintenance a fait une fois que l'avion avait été récupéré. Le 22 mai dernier, rappelez-vous, Pakistan International Airlines, le vol 8303 avec un Airbus A320, où ils se sont posés initialement sur les réacteurs, ont remis les gaz. Donc on voit qu'on peut même remettre les gaz après avoir touché, avoir glissé un peu, mais là ils avaient abîmé
au niveau des réacteurs, les moteurs, et ils ont lâché quelques dizaines de secondes après. L'enquête a clairement montré que c'était des fautes répétées de la part des pilotes qui avaient amené à ce crash. Et puis récemment, mais le compte-rendu d'enquête n'est pas encore sorti, c'est le 5 octobre 2023, FedEx 1376, un 757 qui s'est posé à Chattanooga, qui est également sorti de piste. On voit d'ailleurs que, mais on n'est pas sur les mêmes masses qu'avec un avion comme ça, c'est dur de réussir à l'arrêter sur la longueur de piste disponible, mais encore une fois, le 757 est beaucoup plus lourd. Et dans le cas de Chattanooga, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont fait dans un premier temps un passage bas pour s'assurer que le train n'était pas sorti. Ensuite, derrière, ils se sont présentés, se sont posés et ont fini environ 200 mètres immobilisés au bout de 200 mètres après la piste. On ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi le train n'est pas sorti, mais dans le cas du 767, il n'y avait eu aucune victime. Maintenant, parlons un tout petit peu de panne moteur. Au niveau des réacteurs, comme vous le savez, désormais, la plupart du parc mondial est bimoteur. Là où avant, nous avions des quadrimoteurs. Sauf que, avoir 4 moteurs, ça coûte plus cher à l'entretien et ça consomme plus de pétrole que 2. Maintenant, les constructeurs savent faire des réacteurs beaucoup plus puissants. C'est pour ça que la plupart des avions, même long courrier, sont bimoteurs. À savoir, sur un bimoteur, c'est en fait un monomoteur surpuissant. Pourquoi ? Lancé à pleine vitesse, à la masse maximum, si vous avez une panne moteur, vous n'avez généralement, au décollage, vous n'avez généralement plus assez de place pour vous arrêter. Donc il faut, pour que l'avion soit certifié, qu'il ait capacité à poursuivre son décollage et ensuite derrière à prendre une pente qui lui permette d'éviter tous les obstacles, le tout en N-1, en monomoteur. Donc vous devez pouvoir réussir votre décollage à la masse maximum et avoir une pente suffisante pour éviter les obstacles avec un seul moteur à la masse maximum. Vous l'aurez compris, ça veut dire que dans le pire des cas, ces avions fonctionnent bien sur un moteur. Donc quand vous êtes plus léger en fin de vol, même avec plus de 170 passagers, remettre les gaz, voler sur un seul moteur, normalement il n'y a pas de quoi écrire à la famille. Par contre, pour bien préparer votre approche, vous allez prendre le temps. Alors quand je dis le temps, on est en train de parler d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est difficile de passer sa checklist et de préparer son atterrissage N-1, comme on dit, en moins de 20 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir dans un premier temps identifier le problème. Dans un deuxième temps, il va falloir le traiter avec mais plutôt les bonnes checklists, mettre en sécurité votre moteur qui a un souci. Ensuite, derrière, il va falloir préparer l'avion pour l'approche. Et ensuite, vous allez devoir briefer l'approche au niveau de l'équipage de conduite, mais également avec le personnel derrière pour s'assurer que tout le monde est parfaitement aligné et également réfléchir à qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est posé. Réfléchir à l'étape d'après, car c'est bien de se poser en toute sécurité. Maintenant, vous avez des freins qui augmentent en température, vous avez peut-être de la fuite de carburant, de la fuite d'hydraulique, il y a des risques incendies. Il faut également réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire des passagers une fois qu'on est au sol. On a eu le cas avec le vol Qantas 32, quadrimoteur pour le coup, un Airbus A380, une fois posé au sol, ils ont un réacteur qui ne s'éteignait pas et qui a continué à tourner pendant plusieurs heures. Et donc ils avaient un réacteur qui tournait, ils avaient des freins brûlants, et ils avaient des fuites d'hydraulique et de pétrole. Vous ne voulez pas faire sortir les passagers en évacuation d'urgence à ce moment-là. Donc pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ça se prépare et ça prend du temps. Et si vous vous rappelez le début de la vidéo sur la temporalité, ils n'ont pas pris ce temps. Pour une raison qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas. Quelle pourrait être cette raison ? Cette raison pourrait être 1. Une double panne moteur. Vous vous retrouvez donc, comme c'est déjà arrivé dans l'aviation, le cas de l'Airbus A320, celui qui tape des oiseaux, qui se retrouve sans puissance, et là ils ont environ 2 minutes 30 pour faire quelque chose. Le commandant de bord, ancien militaire, a fait le choix d'aller se poser sur l'Hudson. Soit vous pouvez vous retrouver, comme dans le cas du 737 en 88, TACA 110, avec des réacteurs CFM56, mais ancien modèle, qui tapent la grêle au niveau 165, et là il se retrouve à piloter l'avion un peu comme un Cessna, mais en mode planeur. Et ils ont réussi à se poser avec un 737 dans l'herbe, à côté du site de Michoud de la NASA, à côté de la Nouvelle-Orléans. Et l'avion a même redécollé de l'herbe, donc il y a de la vie sur l'herbe. Vous avez également, rappelez-vous, la 320 l'Oural 1383, qui a décollé, qui a eu impact avec des oiseaux et qui s'est posé dans un champ. Vous rappelez-vous, que fait un Airbus A320 dans un champ de maïs ? Du popcorn. Et ça s'était bien passé pour tout le monde. Vous avez même un 777 de la British Airways qui, en 2008, en présentation à Londres, arrive au moment où il demande de la puissance au niveau de ces deux moteurs. Il y a des
morceaux de glace qui passent, il y a eu des modifications derrière au système, ils se retrouvent en double panne moteur, et là ils allaient taper court, ils ont tapé court, mais le commandant de bord a eu le réflexe de passer des volets 30 au volet 25, ce qui a donné un petit surplus d'énergie à l'avion et ce qui lui a permis d'éviter la catastrophe. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a de la vie même en double panne moteur. Sauf que, pour avoir fait mon cours 737, nous ne sommes pas formés à la double panne moteur quand on fait notre certification 737. Donc si vous avez une grande compagnie, moi c'est mon cas, qui met à votre disposition des simulateurs et que vous avez un minimum de conscience professionnelle, vous allez aller au simulateur dans les créneaux non utilisés au milieu de la nuit pour vous entraîner à faire de la double panne moteur, mais la probabilité d'occurrence est tellement faible que l'industrie a décidé, pour un rapport risque d'occurrence, coût de formation de milliers d'équipages, de ne pas former le personnel. Alors comment est-ce qu'on peut se retrouver en double panne moteur? Soit, on a vu, des cristaux de glace, soit une interférence extérieure avec de la grêle, ou, eh bien voilà, de la collision aviaire qui aurait lieu sur les deux côtés. Mais il existe une autre possibilité. Et cette possibilité ne sort pas de nulle part, elle est déjà arrivée. Par exemple, dans le vol Transasia 235, avec un ATR-72 qui décollait de Taïwan, ils décollent, ils perdent un moteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé à 1650 pieds l'autre moteur. Ils sont donc retrouvés en double panne moteur et ils se sont malheureusement écrasés. Il y a eu pas mal de morts. Mais sur 737, eh bien, c'est déjà arrivé en 1989. C'était un 737-400 de British Midland, le vol 092. Ils ont essayé de se poser à East Midlands, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le vol, ils ont eu un souci au niveau du réacteur gauche et ça a fait de la fumée en cabine. Et sur les anciens modèles de 737, sur lesquels l'équipage avait beaucoup d'expérience, eh bien, si vous avez de la fumée en cabine, ça voulait dire que ça vient de la droite. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va réduire le moteur droit, puisque si on a de la fumée en cabine, ça veut dire que ça vient de la droite. Or, là, ils étaient sur un nouveau modèle de 737, et c'était l'inverse. Ils se sont donc mis à réduire le réacteur droit, qui était le bon réacteur. Ils ont bien géré leur trajectoire, sauf qu'au moment de l'approche, ils ont eu besoin de remettre un peu de puissance. Ils ont remis de la puissance avec le moteur qu'ils pensaient être le bon, le réacteur gauche. Or, celui-ci a pris feu au moment où on a trop sollicité. Ils se sont donc retrouvés avec un moteur gauche qui ne poussait plus, qui marchait très mal, et un moteur droit qui était réduit, voire éteint, si je ne dis pas de bêtises, et ça s'est assez mal terminé. Il y a eu 47 morts sur 126. Ils ont tapé court d'une autoroute, et c'était la première perte pour un 737 classique. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'en théorie, tranquillement dans un fauteuil, c'est facile d'identifier si c'est le moteur gauche ou le moteur droit qui est en panne. Mais dans la vraie vie, avec le stress, la fatigue, le rythme de travail, l'équipage devient vite son pire ennemi dans le traitement d'une panne. Et s'il y a une chose que l'on a appris dans l'aviation, et je vous renvoie vers l'Air France 447, eh bien ce que réagir trop vite, souvent, vous fait faire des bêtises. Et on va donc arriver sur le dernier chapitre, à savoir les dernières secondes du vol et le poser mi-piste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des sorties de piste, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'aviation. En tant que franco-canadien, je vais forcément vous parler de l'Air France 358, qui est un Airbus A340, qui est sorti de piste à Toronto, c'était sur la piste 24 gauche, qui est sorti fort. Tellement sorti fort qu'on parle de 80 nœuds au moment où il a quitté la piste. Alors, pourquoi? On était en 2005, il y avait 297 passagers et 12 membres d'équipage à bord. Il venait d'y avoir un orage, la piste était trempée. Il y avait 6 à 7 mm d'eau, on parle même de piste inondée. Et ils sont arrivés et ils ont posé long. Ils ont posé à 1200 mètres du seuil. Et en posant à 1200 mètres du seuil, derrière, ils ont eu un doute. Ils n'ont pas enclenché la reverse de suite. Alors la reverse, ça ne vaut que pour environ 10% des capacités de décélération de l'avion, mais quand même. Et ils ont mis du temps à enclencher la reverse, même si ça n'aurait pas changé grand-chose. Et ils ont fini donc trop rapide. Et là, c'était pas un ILS avec du béton, mais c'était un fossé qui les attendait. Et ils se sont pris le fossé. L'équipage et les passagers ont réussi à sortir de l'avion. Ça a pris à peu près 2 minutes. Et au bout de 4 minutes après le crash, eh bien, l'avion a pris feu. Donc il a fait son rôle de réussir à ne pas prendre feu pendant le temps qui permettait l'évacuation. Je vous rappelle que pour être certifié, il faut que tout le monde puisse sortir en 90 secondes avec la moitié des sorties de secours disponibles. C'est pour ça qu'on a des PNC à bord, pas pour vous donner à boire ou vous vendre du duty free, surtout dans les low cost. Ils sont là pour permettre l'évacuation en toute sécurité avec 50% des sorties en 90 secondes. Pensez-y la prochaine fois que vous leur parlez. Ils sont là pour vous sauver la vie. Alors, des sorties de piste, il n'y a pas qu'Air France. Il y en a eu plein. Il y a eu du Korean Air, il y a eu du Pegasus, il y a eu du TAM. J'ai envie de vous dire, il y en a plusieurs par an. Dans 90% des cas, on se retrouve toujours avec les mêmes causes, à savoir
une approche non stabilisée. Car quand on voit cet avion-là qui glisse et qui sort et qui vient taper l'ILS, tout le monde pourrait dire l'ILS n'a rien à faire là. Mais l'étude d'accidentologie professionnelle vous pousse, l'art du débriefing, à vouloir comprendre quelle est ce qu'on appelle la root cause analysis, quelle est la panne mère, pourquoi on se retrouve là. Là, ce qu'on voit, c'est les dernières secondes. Mais en fait, il n'avait rien à faire à toucher à mi-piste. Donc, essayer de remonter le fil du temps pour comprendre pourquoi cette approche arrive. Donc, la règle de base, c'est pour pouvoir se poser, il faut faire une approche stabilisée. C'est-à-dire que le poser à un point d'aboutissement précis se mérite. Et comment est-ce que vous le méritez? En passant par certaines fenêtres fictives dans le ciel avec certains paramètres. Normalement, quand tout va bien, vous passez dans une fenêtre à 300 mètres sol, une fenêtre à 150 mètres sol, et plus vous vous rapprochez, plus cette fenêtre, plus les écarts autorisés sont petits. C'est ce qui va vous permettre d'arriver en toute sécurité sur votre point d'aboutissement. On parle de vitesse, on parle de configuration, on parle de checklist effectuée et on parle de vitesse verticale qui doivent être le tout dans une certaine norme. Pourquoi? Parce que si vous arrivez trop vite, vous allez venir vous établir, comme on le voit sur ces images, dans l'effet de sol. Quand vous êtes à moins d'une envergure d'aile du sol, au niveau de vos turbulences, elle ne se passe plus de la même manière et vous vous retrouvez avec plus d'énergie, si je puis dire, vous vous appuyez sur une sorte de coussin d'air juste au-dessus du sol et vous allez, comme on dit, bouffer de la piste. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à 180 nœuds, vous faites 93 mètres par seconde. Donc si votre arrondi dure 10 secondes, vous avez mangé 1000 mètres de piste. Donc pour éviter une sortie de piste, normalement, c'est approche stabilisée. Là, clairement, il n'y avait rien de stabilisé. Alors ils sont en panne, mais normalement, en N-1, vous faites une approche stabilisée. Qu'est-ce qui se passe si votre approche n'est pas stabilisée? Remise des gaz. Pour remettre les gaz, il faut, à minimum, un réacteur qui fonctionne. Donc nous en arrivons donc sur le cas de notre avion. S'ils acceptent de se poser à mi-piste, à 180 nœuds non configurés, c'est soit 1, qu'ils avaient décidé de faire la piste quoi qu'il en coûte, 2, qu'ils n'ont pas pensé à la remise des gaz, 3, qu'ils ne pouvaient pas remettre les gaz. Donc on va creuser un tout petit peu ces 3 points-là. Vous êtes en vol, vous venez de taper un oiseau, vous faites votre montée, vous êtes en train d'essayer d'identifier quelle est la panne, et là vous vous rendez compte en fait que vos moteurs ne poussent plus, que vous n'avez plus la puissance nécessaire. Chez beaucoup de pilotes, vous allez avoir le réflexe de vouloir retourner vers la piste. On appelle ça le virage qui tue quand on fait de l'aviation légère. Vous décollez, vous avez une panne moteur, en dessous d'une certaine hauteur, fonction de votre avion, faire demi-tour va vous tuer parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire. Énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur. C'est le virage qui tue. Là, du coup, il se retrouve à vouloir se poser à tout prix et tu es un petit peu, comme on a dit, target fixated, tu es focalisé sur la piste et tu vas tout mettre en œuvre pour venir te poser sur la piste. Et au niveau de ton cerveau, plus rien n'existe, c'est la piste, la piste, la piste, la piste. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on retrouve plus, et je vais me faire fouetter par certains, chez les pilotes civils que chez les pilotes militaires. Pourquoi ? Eh bien parce que les pilotes militaires ont beaucoup plus de formation sur la survie et sur la survie au crash. En France, par exemple, on a le C100 qui forme les pilotes militaires à survivre en mer. Et si vous regardez un tout petit peu l'accidentologie de ces dernières années avec des pilotes qui ont survécu en se posant à gauche à droite, eh bien on se rend compte que, par exemple, Sully et son Airbus A320 qui sont posés sur l'eau, c'était Sully, commandant de bord, ancien militaire, ancien pilote de F4, chef de patrouille sur F4D. Vous avez également, en 2020, un KC-130, là c'est des militaires qui se sont fait percuter par un F-35. Tout le monde a survécu. Pourquoi? Parce que le KC-130, ils ont accepté un moment de ne pas pouvoir faire la piste et ils se sont vachés, comme on dit, se sont posés dans un champ. Tout le monde a survécu. Vous avez également un C2 de la Navy. En 2017, ils ont eu des pannes. Ils se sont ditchés, ils ont améri. Le commandant de bord est décédé, mais il a réussi à sauver la grande partie de son équipage. Alors forcément, il y a toujours des cas un peu différents. Vous avez le TACA dont on parlait tout à l'heure, où là c'est un équipage purement civil. Et ils ont réussi à sauver tout le monde en se posant sur l'herbe. Mais si on regarde même cette semaine, avec le vol qui s'est pris un missile, on peut clairement poser la question pour réflexion, est-ce que c'est forcément toujours la meilleure idée que de viser la piste, quoi qu'il en coûte? Si vous êtes pilote de planeur, je pense que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous poser sur une piste. Alors maintenant, la zone n'est pas forcément facile. Vous avez néanmoins, si on regarde un peu plus à l'est pour à peu près 12 km, une zone intéressante pour le poser. Maintenant, attention, oui, vous avez les moyens de secours sur la piste. Oui, normalement, c'est l'endroit à viser. Mais ce qui est intéressant, c'est juste de prendre un petit peu de recul pour éviter cette target fever le jour où peut-être ça vous arrive. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de virages qui tuent dans l'aviation légère. Ce
Ce qu'on apprend dans la ligne en cas de problème, c'est le T4DEC. Quelle est la temporalité, quels sont les faits, mes options, les risques associés. Arrivé à la temporalité, on décide, ensuite on exécute et derrière on contrôle. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que quand on est sur une timeline aussi compressée, je ne pense pas qu'il y ait eu un traitement de panne fait comme dans les textes, comme je vous le disais en introduction, comme un entraînement, puisque ça aurait pris une vingtaine de minutes. Donc là, on se retrouve derrière avec soit du facteur humain, une décision pour une raison que l'on ne connaît pas à l'heure actuelle de se précipiter pour l'approche, soit on se retrouve sur une problématique qui s'est aggravée en cours de traitement de panne, et là ça peut être extinction du mauvais réacteur ou dégradation du réacteur qui poussait encore. Il n'est pas impossible que les deux moteurs aient été touchés, mais qu'ils ne se soient pas dégradés à la même vitesse, ce qui donc a amené l'équipage à avoir une panne après la panne, ce qui peut forcément gêner le traitement. Maintenant, dans les autres petits points à voir, c'est un petit peu plus technique, on va faire très très light, mais c'est remarquable au sens premier que le transpondeur ait arrêté d'émettre au moment où il y a eu la première collision aviaire. Les enquêteurs se poseront forcément la question de la quantité de pétrole disponible dans l'avion. Normalement, vous avez de quoi faire le vol, plus généralement une petite heure, justement pour prendre le temps en cas de souci. Et un 737, normalement, ne se pose pas en lice. Vous devez sortir des volets. Donc, vous le savez, pour sortir les volets, normalement, il faut de l'hydraulique. Pour sortir le train également. Néanmoins, il y a de la redondance. On l'a vu, le 737 est un avion qui est quand même assez simple, assez bien pensé. Vous pouvez même le piloter sans aucune hydraulique à bord. Par contre, contrairement à un Airbus, si on a la double panne moteur, sur Airbus, vous allez voir la petite turbine, la petite rate, une petite hélice qui sort. Sur 737, il n'y en a pas. Donc, ça ne nous permet pas de savoir si les deux réacteurs fonctionnaient ou non. Dans les points remarquables, on en a parlé, c'est qu'on a la reverse à droite, pas de reverse à gauche, ce qui est forcément un petit peu étonnant. Ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir dans environ un mois un compte-rendu intermédiaire de la part des enquêteurs coréens. D'ici une bonne année, nous aurons le compte-rendu final. Tous les professionnels attendent beaucoup de ce compte-rendu, car nous ne comprenons pas à l'heure actuelle ce qui a pu se passer, ce qui est assez rare en 2024 avec toutes les informations disponibles en source ouverte. Dans tous les cas, et je voudrais terminer là-dessus, parce qu'en plus c'est les fêtes, j'ai passé pas mal de temps sur le facteur humain et sur le rythme circadien, sur la fatigue. Je voudrais vous partager une statistique qui est sortie il y a quelques années, qui stipule que si vous avez dormi moins de 4 heures, vous avez plus 1600% de chances de vous tuer sur la route. Les équipages en ont conscience, ont pour objectif d'arriver reposés pour le vol, mais au vu de l'horaire du vol, au vu de la période de l'année, je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer l'impact de la fatigue sur ce traitement de panne qui n'a duré que quelques minutes. Je m'excuse si vous avez été choqué par le fait que je n'ai pas parlé des familles ni des proches. C'était une volonté sur cette chaîne de rester sur la partie purement technique. J'ai néanmoins préféré attendre un tout petit peu avant de sortir cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Excellent réveillon à vous. Profitez-en, profitez de vos proches et fly safe. Mettez les gaz dans l'axe immédiatement. Tour. Putain la vache. Ah merde.